Économie le Max sur i24 News, toute l'actualité économique, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, nous vous en avons beaucoup parlé ces derniers jours. La deuxième journée de l'innovation Israël-France, c'était hier à Tel Aviv avec cette année la présence du président français François Hollande aux côtés de Shimon Peres et Binyamin Netanyahou. Beaucoup de belles promesses pour les échanges bilatéraux et une interview dans un instant, celle de Fleur Pellerin, la ministre déléguée française chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Et puis c'était le 20 novembre 1959, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait à l'unanimité la Déclaration des droits de l'enfant. Aujourd'hui, cette date est devenue la journée internationale de ces droits de l'enfant. Et le bilan, vous le verrez, est à la fois inquiétant et attristant. Près de 170 millions d'enfants travaillent dans le monde, plus de la moitié dans des conditions dangereuses. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On prend d'abord des nouvelles de l'économie mondiale en bref et en images. Une économie mondiale auscultée par les experts de l'OCDE qui a publié hier son rapport annuel de conjoncture. Rien de très rassurant puisque les prévisions de croissance mondiale pour 2013 et 2014 ont été revues à la baisse, 2,7 et 3,6% respectivement. L'OCDE qui fournit aussi une première estimation pour 2015, plus 3,9%. Au mois de mai, l'organisation tablait sur une croissance de 3,1% cette année et 4% l'an prochain. Pour l'OCDE, c'est le ralentissement économique dans plusieurs pays dits émergents qui inquiète et qui explique ces nouveaux chiffres. Brésil, Inde, Afrique du Sud ou encore Turquie font face à des déficits de leur balance courante. Depuis l'éclatement de la crise il y a plus de 5 ans, nous avions tendance à penser que les économies émergentes seraient un moteur de croissance solide, car fondamentalement, elles n'avaient pas été touchées par la crise. Aujourd'hui, ce point de vue doit être réajusté, car l'une des raisons principales de ce ralentissement qui touche les économies émergentes est liée aux politiques en vigueur dans les économies avancées, qui sont une réaction à cette crise. Voilà, en d'autres termes, l'austérité en vigueur en Europe qui pénalise indirectement la croissance des pays émergents, tout comme la menace d'un durcissement de la politique monétaire aux États-Unis. Et justement, la Fed veut toujours faire croire que ce durcissement de sa politique monétaire n'est pas pour tout de suite. Son président Ben Bernanke a estimé hier à Washington que la reprise économique aux USA avait encore du chemin à faire et il faudra donc du temps avant un retour à la normale en termes de politique monétaire. On le rappelle, depuis plus d'1 an, la Réserve fédérale américaine injecte chaque mois 85 milliards de dollars dans l'économie via des rachats d'actifs. Pour le patron de la Fed, les taux d'intérêt resteront proches de zéro et ce, même si le taux de chômage passe sous le seuil des 6,5%. Il était à 7,3% au mois d'octobre. Ben Bernanke qui se dit par ailleurs optimiste quant à l'objectif d'inflation à 2%. Le Japon ne parvient toujours pas à enrayer son déficit commercial. Il a tout simplement doublé sur un an au mois d'octobre à 1091 milliards de yens, 8,25 milliards d'euros. Les chiffres sont tombés ce matin, 16e mois d'affilée dans le rouge et en cause, une fois de plus, et c'est toujours une conséquence du drame de Fukushima, eh bien des importations d'hydrocarbures toujours colossales. Leur prix a presque doublé en un an, bien aidé, il faut dire, par la dépréciation du yen. Et pourtant, Tokyo a enregistré le mois dernier sa plus forte hausse de ses exportations en 3 ans, grâce notamment à l'envolée des ventes de voitures. En Europe, tout juste rentré d'Israël, François Hollande, qui était hier soir au Stade de France, s'attelle au renforcement des liens entre la France et l'Italie. C'est ce mercredi que s'ouvre à Rome le sommet franco-italien avec au programme notamment le gigantesque projet de liaison TGV Lyon-Turin, un coût estimé à 8,5 milliards d'euros et beaucoup d'opposants qui menacent d'assiéger la capitale italienne. Les dirigeants des deux pays doivent discuter du calendrier d'engagement des travaux pour cet ouvrage qui doit mettre Milan à 4 heures de Paris. Voilà, et toujours concernant la France, le projet de loi de finances, le budget 2014, a été adopté hier par 320 voix contre 242 en première lecture à l'Assemblée. Selon le gouvernement, les dépenses subissent une baisse globale record de 15 milliards d'euros. Le texte qui avait reçu l'aval de Bruxelles il y a quelques jours, tout juste quelques jours, doit passer demain au Sénat où il sera probablement rejeté avant un retour devant les députés. Ce sera le mois prochain. Allez, retour comme promis sur la dernière journée hier de cette visite très remarquée de François Hollande en Israël. C'est à Tel Aviv que la délégation française a rencontré une partie de l'élite technologique israélienne. Beaucoup de monde pour la deuxième journée de l'innovation Israël-France. Beaucoup d'engouement. Alors concrètement, faut-il s'attendre maintenant à un vrai coup d'accélérateur à des échanges commerciaux? On le sait, pas vraiment à la hauteur des espérances. 3 milliards de dollars par an jusqu'ici. Anthony Less mettait de la partie. Voici son reportage. Un plateau exceptionnel pour cette deuxième journée de l'innovation France-Israël. Le président et le Premier ministre israélien accueillent François Hollande et sa délégation. L'axe économique est en effet l'enjeu majeur de cette visite d'État.
où 40 chefs d'entreprise ont accompagné le président français qui souhaite encourager et rassurer. De la même manière que les entreprises françaises peuvent venir en Israël sans rien craindre pour le développement de leur activité dans la région. Et j'en suis ici le garant, car nous avons de bons rapports, de bonnes relations avec l'ensemble des pays de la région. Et aucun ne nous dit, si nos entreprises viennent en Israël, elles auront des difficultés pour aller dans les pays du Golfe ou du Moyen-Orient. C'est tout le contraire. Benyamin Netanyahou a vanté les capacités d'Israël sur l'économie numérique et dans la cybersécurité. Il a aussi commenté la progression du marché asiatique. Il existe un petit pays appelé la Chine, et l'Inde, et beaucoup d'autres. C'est pour nous une formidable opportunité de coopérer, de voir comment nous pouvons faire partie de cette grande aventure, cette entrée dans le marché de milliards de personnes qui veulent une vie meilleure, qui veulent sortir de la pauvreté. Tout cela crée une occasion magnifique, non seulement de coopérer directement avec ces pays, mais aussi de travailler ensemble avec ces pays. Shimon Peres invite lui aussi la France à jouer de ses forces vives pour une véritable coopération. En France, après la crise, les multinationales, pas les entreprises locales, vont extraordinairement bien et nous pouvons centraliser là beaucoup d'informations pour savoir où aller, comment faire et après, nous agirons ensemble. La France et Israël s'affichent donc comme partenaires pour affronter les défis de demain. Déjà, de nouveaux contrats sont signés. Havas et Polytechnique s'associent à l'université de Technion pour développer leurs recherches et leurs compétences numériques. Voilà, renforcer les liens académiques entre l'école polytechnique ParisTech et l'Institut technologique d'Israël, le fameux Technion, c'est peut-être un avant-goût d'une nouvelle coopération élargie sur les plans économiques et universitaires donc entre Israël et la France. Et je vous le disais en titre, Anthony Less m'a pu interroger Fleur Pellerin, la ministre déléguée au PME, à l'innovation et à l'économie numérique, et il lui a demandé quels étaient les premiers résultats de cette visite concernant notamment l'innovation. On écoute cette interview. Alors ce voyage en Israël est très important parce que c'était effectivement pour nous l'occasion d'organiser la deuxième journée Israël-France franco-israélienne de l'innovation. Et donc nous avons déjà annoncé, le président de la République vient de le faire, que ce cycle de rencontres serait désormais récurrent. Donc tous les ans, il y aura une journée franco-israélienne de l'innovation. Je crois que c'est très important parce qu'en réalité, nous avons une relation diplomatique et historique extrêmement ancienne, une amitié qui est très forte sur le plan politique. Et je crois que nous ne tirons pas suffisamment les fruits de cette situation sur le plan économique. Donc je crois que les responsables politiques des deux côtés sont bien décidés à améliorer les relations bilatérales sur le plan économique et notamment autour des questions d'innovation. Donc la deuxième chose aussi qui me paraît importante, c'est que nous avons décidé d'avoir des programmes conjoints à la fois sur le financement, sur les questions de financement des startups et sur les programmes d'accélération, donc ici à Tel Aviv ou en Israël et puis en France, donc avoir des échanges, des lieux où des startups israéliennes pourront en France venir développer leur business model ou conquérir de nouveaux marchés, et puis inversement des startups françaises pourront aussi venir ici en Israël à la rencontre de l'écosystème qui fait la fierté de la Startup Nation. Donc je crois que grâce à ce travail de partenariat que nous allons vraiment relancer et renforcer, nous pourrons améliorer la connaissance commune et puis développer de nouvelles opportunités d'affaires. Combien de budget justement pour cet incubateur ? Alors, il n'y a pas de budget dédié en particulier à cet incubateur, mais sur le fonds qui finance des projets conjoints entre entreprises israéliennes et françaises, nous pensons consacrer de l'ordre de 10 millions d'euros pour essayer d'impulser des projets de recherche portés par une entreprise française et une entreprise israélienne. Et c'est un financement qui est à 50% entre l'État français et l'État israélien. Et sur le programme d'accélérateur, on verra un peu en fonction de la demande et de ce qui se passe. Il y a ici en Israël des accélérateurs. Il y en a aussi, je suis en train de développer un programme d'accélérateur en France. Et donc on peut utiliser déjà l'existant ou les projets qui sont en cours pour organiser cette rencontre entre les startups françaises et israéliennes. Dernière chose, c'est votre premier voyage en Israël. Quelles sont vos impressions personnelles et d'un point de vue économique ?
C'est mon premier voyage, mais c'est sûrement pas le dernier parce que j'étais en visite dans la délégation officielle du président de la République et donc j'espère avoir l'occasion de revenir pour avoir davantage de temps à consacrer à aller rencontrer les acteurs de l'écosystème des startups, des incubateurs, des fonds de capital risque. Donc je suis impressionnée par le dynamisme de cette économie, par sa réussite en finalement assez peu de temps. Et donc je crois qu'il y a une vraie volonté de ma part en tout cas, et une vraie volonté politique au plus haut niveau d'accroître les relations économiques bilatérales. Donc je compte bien revenir bientôt. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. Voilà une interview réalisée hier donc par Anthony Lesmo d'Anotel à Tel Aviv. Ce mercredi marque la journée internationale des droits de l'enfant, une journée pour faire le point, une occasion de prendre conscience d'un fléau tenace, l'exploitation des enfants. Selon un récent rapport de l'Organisation internationale du travail, le nombre d'enfants travaillant dans le monde a baissé d'un tiers depuis l'an 2000, mais ils sont encore 168 millions. Pour la plupart, ils vivent en Asie-Pacifique, en Afrique subsaharienne, et souvent leurs conditions de travail sont déplorables en termes de sécurité ou d'hygiène. État des lieux avec Johanna Citruc. 168 millions, c'est le nombre d'enfants qui travaillent dans le monde. C'est 11% de tous les moins de 18 ans de la planète. Et c'est surtout contraire aux législations nationales et aux conventions internationales. Même si la situation s'améliore, l'Afrique subsaharienne reste une des régions les plus touchées par ce fléau, avec près de 60 millions d'enfants exploités au quotidien. Cette Togolaise de 18 ans a travaillé 5 ans comme domestique dans une famille à Libreville, la capitale du Gabon. Elle s'est ensuite enfuie et a été recueillie dans un centre pour enfants exploités. Je travaille de 6h, souvent à 23h, à 22h. Avant qu'on ne couche, à 3h, on se réveille à 4h. On commence à travailler encore jusqu'à 23h. Tous les jours, c'est la même chose. C'est au marché du Montbouet, le plus grand de Libreville, qu'on constate l'ampleur du phénomène. Porteurs ou vendeurs, des dizaines d'enfants travaillent ici toute la journée. Mais dans certains cas, ce sont les plus jeunes eux-mêmes qui veulent être employés. Pas par envie, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont obligés de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de leurs proches. C'est le cas de Haïtam, réfugié à Beyrouth. Ce jeune garçon de 15 ans voit l'argent durement récolté à sa famille restée en Syrie. Il ne perçoit pas de salaire et doit se contenter des pourboires que lui donnent les clients. Nous sommes humiliés et insultés. Le directeur nous frappe. Les autres travailleurs nous frappent. Mais que pouvons-nous faire? Nous devons accepter pour pouvoir continuer à travailler. Continuer à travailler malgré les mauvais traitements et le danger. D'après le Bureau international du travail, ils sont 85 millions à effectuer des emplois risqués pour leur santé. Voilà, et pour lutter contre le travail des mineurs, le rapport de l'OIT souligne bien sûr l'importance des choix politiques, et notamment en matière d'éducation et de protection sociale. Et c'est maintenant l'heure du Media Watch. Impossible d'y échapper aujourd'hui. Toute la presse en France salue le triomphe inespéré de l'équipe de France de football hier soir. Un score mythique 3-0 face aux malheureux Ukrainiens. Pourtant, ces derniers jours, cette même presse envisageait les pires scénarios. Johanna Citruc, fervente supportrice des Bleus, nous a rejoint. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors Johanna, une absence de la France au Brésil l'an prochain, ça aurait coûté très cher. Oui, une défaite contre l'Ukraine aurait pu avoir des conséquences économiques désastreuses pour les joueurs. D'abord, comme l'explique cet article de l'Express, puisque plus les équipes avancent dans la compétition, plus les primes des joueurs sont importantes et ces primes sont loin d'être négligeables. Par exemple, pour l'Euro en 2012, les footballeurs qui ont atteint les quarts de finale ont empoché 50 000 euros. Pour ceux qui sont allés en demi-finale, c'était 70 000 euros. En finale, 100 000 euros avec une prime supplémentaire de 320 000 euros pour les gagnants. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent en jeu. Ouais, la Fédération française de football, elle aussi, elle aurait pu perdre beaucoup dans cette affaire. Oui, c'est ce que détaille un article du Point. La FFF fonctionne en grande partie grâce à l'argent de ses sponsors et depuis 2010, un système de bonus-malus a même été mis en place, c'est-à-dire que si l'équipe de France perd, si son image se dégrade, les sponsors versent moins d'argent que prévu, c'est donc ce qu'on appelle un malus, et inversement, si les Bleus gagnent et que son image donc est
meilleure et bonne, la FFF reçoit une somme plus importante. C'est donc un bonus. Et si les Français n'avaient pas remporté le match face à l'Ukraine, la fédération aurait pu perdre entre 1,5 et 2,5 millions d'euros de recettes sponsoring. Ça fait pas mal. Alors les médias dans tout ça, est-ce qu'on a des chiffres aussi ? Alors les médias aussi auraient pu perdre beaucoup d'argent si les Bleus avaient échoué face à l'Ukraine, et particulièrement un média, TF1, comme l'explique cet article de la Tribune, puisque la chaîne aurait déjà investi environ 130 millions d'euros pour des droits de retransmission. Et on s'en souvient, pendant la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, les footballeurs avaient fait une grève, avaient refusé de descendre du bus. TF1 avait alors perdu 40 millions d'euros. Donc vous imaginez un petit peu à quel point une défaite des Bleus aurait pu être catastrophique pour la chaîne. Alors en quelques mots, Johanna, on va parler du e-commerce qui séduit les Français, même s'il y a encore parfois quelques petits problèmes. Oui, acheter sur le web, c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus normal, mais sur Internet, pour des questions de sécurité, il faut toujours un identifiant, un mot de passe et remplir des formulaires de plus en plus longs, de plus en plus précis pour pouvoir finaliser sa commande. Résultat, les internautes se découragent et 30% des internautes ont déjà renoncé à un achat à cause d'un mot de passe oublié, 49% à cause d'un formulaire trop complexe. C'est bien dommage pour eux. Merci Johanna et à demain pour une nouvelle revue de presse. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'Économie le Max sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.